Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous propose aujourd'hui de revoir une partie des débats autour de la loi travail. Alors on le sait, les sénateurs ont adopté une version profondément modifiée, profondément droitisée de la loi travail. Pour la majorité sénatoriale, il s'agissait d'esquisser la trame d'une vaste réforme du droit du travail en cas d'alternance en 2017. Les débats ont aussi confirmé que le projet de loi porté par la ministre Myriam El Khomri continuait de susciter de vives critiques à gauche, en particulier chez plusieurs élus socialistes. Alors parmi les dispositions les plus emblématiques qui ont été votées, il y a bien sûr l'abrogation des 35 heures, le relèvement des seuils sociaux ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales qui a également été rétabli. Et enfin, et c'est ce que je vous propose de suivre aujourd'hui, le Sénat a modifié les règles de validation d'un accord d'entreprise permettant aux syndicats qui représentent 30% des salariés de le faire. En l'absence d'accord, les salariés pourront être consultés par référendum à l'initiative des syndicats ou bien, et c'est important, de l'employeur. Le Parti communiste a dénoncé un court-circuitage en règle des syndicats. Voilà, tout de suite, donc je vous propose de suivre ces débats. À l'article 10, une prise de parole de Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voulais vous dire que j'étais opposée à l'idée des référendums d'entreprise tels qu'ils sont proposés dans la loi. J'observe que ce dispositif n'est soutenu que par un très faible nombre d'organisations syndicales, puisque même l'UNSA, qui plutôt est favorable avec l'équilibre du texte en disant qu'il doit être amélioré, nous a envoyé un tract très détaillé, nous disant loi El Khomri, il faut que ça bouge encore, et il y a écrit référendum, suppression de son utilisation dans la procédure de validation des accords d'entreprise, article 10. Donc en clair, il y a très peu d'organisations syndicales favorables à cette méthode. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, je connais bien l'argumentaire qui est de dire mais vous n'avez pas confiance dans les salariés de l'entreprise. J'observe que cette technique du référendum, elle est mobilisée quand il y a un accord ou qu'il n'y a pas d'accord, quand la majorité des syndicats représentant la majorité des salariés n'est pas d'accord pour signer un accord, et que seuls 30% de ces organisations peuvent déclencher, ou le patron d'ailleurs dans la loi, dans la modification faite par la Commission, mais pas vous, Madame la Ministre, j'ai bien noté, peut déclencher le référendum. Et c'est d'ailleurs bien que ça ait été supprimé, c'est quand même beaucoup moins dangereux quand même si ce n'est pas le patron qui déclenche. Reste que, quelle légitimité vous avez à une majorité si à tout moment la minorité peut dire on fait un référendum pour revalider la légitimité de ce qu'elle représente. D'ailleurs, le référendum d'initiative populaire en politique, il ne peut être déclenché non pas pour être dans notre pays, pas comme en Suisse, pas pour directement poser une question, mais pour dire on veut qu'il y ait une question qui soit posée, et c'est l'Assemblée nationale ou le Parlement qui doit soumettre ou non la question. Donc le passage par le tamis majoritaire est toujours consolidé sur le champ du politique. Aujourd'hui, c'est ça pour le référendum d'initiative populaire. Et enfin, dans une entreprise, on sait que la conjoncture dans laquelle se trouve un vote pèse. Mais on sait aussi que dans le total d'une entreprise, quand un accord pénalise une catégorie particulière et que la majorité n'est pas concernée, ou en tout cas considère que les efforts demandés ne sont pas considérables, elle peut imposer à une minorité de devoir accroître leur charge de travail, leurs difficultés. Il y a la majorité, mais dans le corps concerné, ce n'est pas le cas. Je prends un exemple, Smart. 56-53%. Favorable à l'accord que d'ailleurs les syndicats ont dénoncé. CFDT et CGT. La CFDT l'a dénoncé. À Smart, il y avait 74% des cadres agents techniques qui étaient favorables et seulement 39% des ouvriers. Parce qu'évidemment, le poids d'un travail quand vous êtes à la chaîne ouvrier, d'augmenter de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, n'est pas le même que quand vous êtes cadre. Donc, voyez bien que la composition peut amener à des choses injustes. Je suis contre ce référendum d'entreprise. Merci, Madame Marie-Noëlle Lienemann. Madame Laurence Cohen, pour parole.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article comporte deux mesures qui, au final, affaiblissent encore la légitimité des organisations syndicales. La première concerne la représentativité que doivent avoir les organisations syndicales pour être en position de signer un accord. Le gouvernement prévoyait, comme vient de le dire ma collègue dans son texte, qu'un ou plusieurs syndicats représentant 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles puissent signer un accord. Nous ne pouvons que regretter la décision de la Commission d'abaisser ce seuil à 30%, laissant les organisations minoritaires en position de valider les accords. La seconde, c'est la possibilité pour ces mêmes organisations syndicales minoritaires de renforcer leur légitimité en recourant à l'organisation d'un référendum. Apparemment, gage de démocratie, consulter tous les salariés sur une problématique, mais en réalité, cette mesure s'apparente à un court-circuitage en règle des organisations majoritaires. Cela pose la question de votre vision du dialogue social et de la démocratie d'entreprise, Madame la Ministre. Les employeurs organisent une élection professionnelle donnant une légitimité aux organisations syndicales majoritaires. Mais il vous semble normal, apparemment, de passer outre. Et là-dessus, vous êtes finalement d'accord avec la majorité sénatoriale. Et une partie d'ailleurs de nos collègues socialistes. Avec votre mesure, finalement, par le biais du référendum, eh bien, pourraient être validées des choses contraires à l'intérêt des salariés. Et manifestement, les Français ne sont pas dupes de cette manœuvre. J'aimerais vous citer une lettre que j'ai reçue récemment. Il s'agit d'un salarié âgé de 40 ans qui montre dans son courrier et qui se montre très critique sur les consultations des salariés pour ratifier des accords d'entreprise. Je le cite, « Les rares fois où il y a eu des référendums de ce type, c'était avec le pistolet sur la tempe. Soit vous acceptez de travailler plus pour gagner moins, soit on licencie. Évidemment, dans ces conditions-là, on peut atteindre la majorité de 50%. Je le cite. Il est tout à fait hypocrite de laisser croire qu'il n'existe pas dans les entreprises un rapport de force défavorable aux salariés, du fait notamment du poids du chômage. C'est hypocrite de nier le lien de subordination. Où est la démocratie, Madame la Ministre, quand un référendum est organisé, quand un accord n'a pas pu être signé? Où est la démocratie alors que tout le monde sait qu'un accord n'est pas signé quand il est mauvais pour les salariés? Enfin, quel paradoxe! Votre loi prétend favoriser le dialogue social en valorisant les syndicats, alors qu'il les remet en cause. Cet article 10 est en réalité un outil pour faire taire toute résistance afin d'imposer des régressions sociales. Voilà la réalité et voilà pourquoi nous ne voterons pas cet article 10. Merci Madame Cohen. Madame Brick. Nous l'avons bien compris, pris entre deux feux qui finalement préfèrent rester à la situation actuelle. Quand je dis nous, c'est le gouvernement et le groupe socialiste. Alors, d'abord, je dis tout de suite que l'article 10, c'est l'article miroir de l'article 2 dans notre schéma à nous et celui du gouvernement. Car il est là, c'est vraiment la pierre qui fonde l'équilibre du texte. Si on est d'accord avec la philosophie de l'article 2 et tout ce qui suit, et on parle bien du temps de travail, ce n'est pas général, on est d'accord avec la rédaction du gouvernement telle qu'il a négocié pendant les 15 jours de suspension du texte avant son dépôt en Conseil des ministres et après, et tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale. Parce que l'équilibre vraiment des partis est assuré par cet article, c'est 50%. C'est l'accord majoritaire. Et ça, c'est très important. Et je le dis des deux côtés, l'accord majoritaire, il a été accepté par toutes les organisations représentatives de salariés en 2008. Donc, nous voulons qu'il soit inscrit dans le texte. Et s'il n'y a pas cet accord majoritaire, un syndicat signataire, dès lors qu'on est à 30%, eh bien, il peut demander l'organisation d'un référendum, c'est-à-dire consulter les salariés. Et je reprends l'argumentation de ma collègue Génisson, c'est là aussi où on a fait un choix très important, c'est un bon compromis entre démocratie représentative et démocratie directe. On consulte les salariés, mais on ne le consulte pas de prime abord. Et c'est justement parce qu'on ne veut pas que l'employeur fasse ce qu'ils veulent qu'on a cette architecture. Alors nous, ce que nous voulons,
et nous soutiendrons le gouvernement quand il va présenter son amendement de rétablissement de l'écriture telle qu'elle est sortie de l'Assemblée nationale. Sinon, on dénature tout le texte. Et c'est pour ça que j'appelle nos collègues de droite qui nous ont dit que l'article 2, même si je mets de côté les histoires de 35 heures et de travail à temps partiel de plancher, ça voudra dire que vous n'êtes pas d'accord avec la philosophie du texte, c'est-à-dire qui donne de l'espace au dialogue social et qui conforte les organisations syndicales dans cet exercice. Et je dis à mes autres collègues qu'à partir de là, il n'y a plus d'équilibre du texte si vous n'acceptez pas cette règle majoritaire. Merci, Mme Bricq. Monsieur Desessard, pour parole. J'apprécie beaucoup le discours de Mme Bricq, qui m'est monté au cerveau, que j'ai très bien compris. Et c'est même très très bien, parce qu'elle dit l'article 2 est très lié à cet article, et il y a un équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie directe. La seule question que je me pose, Mme Bricq, c'est si la droite sénatoriale devient majoritaire non seulement au Sénat, mais à l'Assemblée, que devient votre fameuse loi et votre fameux équilibre? Ah ben oui, mais c'est la question quand même qu'il faut poser. Oui, mais nous, on n'aura pas buté la CGT. Parce que là, moi, ce que je lis dans les journaux, c'est quand même qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement, des prises de position du Premier ministre très nettes vis-à-vis de la CGT et vis-à-vis de FO pour les faire céder. Vous allez les faire céder, la CGT, vous allez gagner. Moi, ce que je pense, voilà. Mais vous allez avoir une loi qui va tenir que le temps pendant 6-7 mois. Parce qu'après, ils attendent, ils sont prêts, ils ont des désaccords là, mais qui vont régler facilement, ils nous l'ont dit, ils attendent. Et ils vont complètement changer la philosophie de ce texte. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que vous aurez fait une loi contre une partie du mouvement syndical, contre une partie, je n'ai pas dit contre tout, qui peut-être dans la philosophie est bonne, mais qui est irréaliste par rapport à son application. Je dirais même que vous êtes un peu utopique dans cette histoire. Au nom d'une grande idée de la démocratie sociale qui peut se discuter, vous risquez de faire entrer et les alliés potentiels que vous pourriez avoir, vous êtes en train de ne pas les entendre, et ils risquent de vous en vouloir, même pour voter pour vous, pour appliquer cette fameuse loi. Moi, je trouve que là, le schéma est bon, Mme Bricq, ça m'est monté jusqu'au cerveau, mais je ne suis pas sûr que vous ayez moyen d'agir dans les prochaines années, et que votre loi risque d'être une belle loi, mais qui n'a aucune application, puisqu'elle va être transformée par une majorité qui ne sera pas que sénatoriale. Merci, Monsieur Desessard. Monsieur le Président Guillaume, pour parole. Président, Madame la Ministre, Nicole Bricq, pour notre groupe, a dit l'essentiel, mais après l'intervention de Monsieur Jean Desessard, je me dis, mais alors, à quoi sert le Parlement? Si on se dit que, de toute façon, après un quinquennat, 5 ans, ça arrive vite, c'est même pas la peine de faire une loi, parce qu'en cas d'alternance, elle sera changée. Mais toutes les lois, chers collègues, seront changées, toutes, sans aucune exception. Donc là, il s'agit de venir au fond et pas sur ce qui pourrait se passer dans les désirs les plus fous, les rêves les plus fous, ou les cauchemars les plus fous, suivant où on se place. Moi, j'en reviens à cet article, et y compris l'argumentation que vous avez tenue ne tient pas. L'équilibre de la loi de Myriam El Khomri repose sur l'article 2 et sur l'article 10. On peut être contre l'article 2, inversion de la hiérarchie des normes, ça, c'est un point très bien. C'est respectable, je ne partage pas cet avis, mais c'est comme cela. Mais lorsque l'on en vient à l'article 10, ce que nous devons faire ici, les élus, les femmes et les hommes de gauche, si nous croyons et si nous voulons améliorer ce texte, je vous donne ma position, c'est qu'on soit pour ou contre l'article 2, là ça donne des garanties. Ça donne des garanties à la démocratie sociale, puisqu'il quand même, on passe le seuil de 30% à 50%. Que toutes les organisations syndicales sont favorables globalement à la négociation et au vote. Et là, nous sommes en train de dire
croyons à ce qui se passe sur le terrain. Et après ce que nous avons dit sur l'article précédent, sur le mandatement, parce que ce que je ne voudrais pas, c'est dans ce débat, soit il y ait des faux procès, soit on dise aux uns et aux autres, soit qu'ils ont trahi, soit qu'ils ont démissionné, soit qu'ils ont oublié leurs convictions. Ça, c'est des choses que je n'accepte pas. Chacun a le droit d'exposer ses convictions avec autant de force qu'il le souhaite, mais sans dénaturer celles des autres. C'est ça qu'il faut. Ça s'est pas trop mal passé la semaine dernière. Il faut que ça se passe bien cette semaine. Et je crois que c'est très important. Mais j'en reviens là. Mais ça ne s'est pas passé dans l'hémicycle. J'en reviens là. Bon, alors j'en sais rien. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Ils sont en train de me bouffer mon temps, Monsieur le Président. Je ne l'ai pas entendu. Donc là, ce qui vaut, c'est dans la démocratie sociale de l'entreprise, avec le verrou de 30 à 50% et le référendum d'entreprise, il me semble qu'il n'y a pas de risque, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Et ce que veut faire la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale, que je respecte, je ne suis pas d'accord, mais que je respecte, c'est de revenir totalement sur l'immersion des normes en allant beaucoup plus loin, en s'éloignant de tout ce que veut la gauche, et c'est de revenir là-dessus, parce qu'ils veulent, c'est la primauté du référendum hors syndicat. Ben nous croyons encore au fait syndical. Merci, Monsieur le Président Guillaume. Madame David. Simplement quelques mots. Quand on est une femme ou un homme de gauche, disait le président Guillaume, quand on est une femme ou un homme de gauche, on essaye d'écouter déjà ce que les femmes et les hommes de gauche dans la rue expriment. Or, aujourd'hui, ce que les femmes et les hommes expriment dans la rue n'est pas entendu, puisque, en effet, les manifestations de jeudi prochain ne seront pas autorisées. Donc voilà, premièrement, quand on est de gauche, on écoute ce que les gens de gauche nous disent. Deuxièmement, sur cet article, moi, je peux partager quelque chose avec vous, Monsieur Guillaume, c'est les accords à 50%. D'ailleurs, on a un amendement qui va dans ce sens. Évidemment que nous souhaitons que les accords soient signés par des organisations représentant 50% dans l'entreprise. Mais vous réintroduisez le référendum. C'est ce que nous contestons. Notre collègue Marie-Noëlle Lienemann vient de lire que même l'UNSA, celui des trois syndicats qui est d'accord avec le texte, conteste le référendum. Il n'y a plus qu'un seul syndicat qui est favorable au référendum d'entreprise. Donc voilà, même parmi les personnes, les organisations syndicales qui soutiennent votre texte, elles vous demandent pour la plupart de supprimer cet article 10, justement au nom de ce référendum. Évidemment pas contre les 50%, nous y sommes aussi favorables et nous aurons un amendement tout à l'heure dans ce sens. Donc je vous invite, mes chers collègues, dès à présent, à bien noter le numéro de cet amendement et à voter en sa faveur, puisque nous sommes favorables aux accords signés par des organisations représentatives de 50% dans l'entreprise. C'est le référendum que nous contestons. Et n'essayez pas de dire ici ou de nous faire croire qu'il y aurait d'un côté la droite qui voudrait aller bien plus loin et qui serait complètement en dehors de tout droit pour les salariés. Voilà. Et puis ici, au groupe communiste, des gens qui voudraient rester sur des anciennes lois ou des textes qui accorderaient absolument des droits uniquement pour les travailleurs. Nous avons, nous aussi, des propositions et nous contestons, nous continuons de le contester. Un référendum, il n'y a rien de démocratique lorsqu'il est organisé tel qu'il l'est dans les entreprises. Merci, Madame David. Alors, un amendement numéro 49 qui est présenté par Monsieur Vatrin. Monsieur Vatrin. Oui, après tout ce qui vient d'être dit, cet amendement vise logiquement à supprimer le référendum d'entreprise à l'initiative des syndicats minoritaires. Cet article 10 constitue, il faut bien le dire, un véritable bouleversement dans les règles de dialogue social et nous y sommes fermement opposés. Ainsi, l'article tel qu'il est issu de la Commission prévoit que si un ou des syndicats représentatifs ne totalisant que 30% des voix aux élections professionnelles sont disposés à signer un accord proposé par l'employeur, ils pourront demander que celui-ci soit validé par l'organisation d'un référendum dans l'entreprise, contournant ainsi l'opposition des syndicats majoritaires.
Mais je dois dire en même temps que la réécriture de la Commission, si elle ne nous satisfait pas, l'article issu de l'Assemblée nationale que le gouvernement souhaite rétablir n'attire guère plus nos faveurs. Madame la ministre, et Annie David vient de le rappeler, vous tentez de nous faire croire que votre texte renforce le dialogue social, alors qu'en réalité, il affaiblit les organisations syndicales majoritaires. Et s'il en fallait une preuve, c'est bien cet article qui permet aux organisations syndicales minoritaires de passer outre les règles actuelles de la représentativité dans l'entreprise. Or, les syndicats élus du personnel tirent leur légitimité des élections professionnelles. Sous prétexte de démocratie directe, ça pourrait se discuter, mais d'évidence, cette mesure affaiblit en réalité la légitimité syndicale, alors qu'aucun dialogue social n'est possible sans les syndicats. Et donc, je pense que très logiquement, c'est un court-circuitage des syndicats, et c'est en ce sens-là que nous avons une divergence fondamentale. Et d'ailleurs, je reprends ce que disait Marie-Noëlle Lienemann, parce que, y compris au-delà des syndicats qui s'opposent globalement au texte, je citerai par exemple Carole Couvert, ancienne présidente de la CFE-CGC, qui disait « Cela revient à dire qu'aucun poids n'est donné aux élections professionnelles », alors que nous tirons notre légitimité de celle-ci, ou bien Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, qui s'interrogeait, n'est-ce pas pour faire avaler des pilules qui ne passent pas que la ministre envisage une telle option. Vous voyez, nous ne sommes pas isolés sur ce point. Je pense que prôner la démocratie sociale, ce serait déjà écouter la majorité des salariés, des syndicats représentant la majorité des salariés. Merci, Monsieur Vatrin. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. La Commission donc, a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression. L'article 10, effectivement, a été retravaillé par la Commission. Et je voulais dire, alors il y a deux volets, il y a les conditions de validation à 50%, il y a la consultation. Sur le 50%, moi j'avoue que je suis entré vraiment, mais alors sans a priori dans le débat. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des auditions, je me suis bien rendu compte que manifestement, le seuil qui était fixé, la marche était peut-être un peu haute pour, alors je vais y venir, peut-être un peu haute pour permettre la conclusion d'accord. Or, ce que l'on souhaite, c'est que si le texte est adopté, et donc, en réalité, moi, je vous donne un petit peu le compte-rendu des auditions que nous avons eues. 50%, c'est compliqué, l'UNSA. 50%, on ne voit pas comment on l'atteint, la NDRH. Je ne vais pas signer beaucoup d'accords, DRH de Bosch. Y aller par palier, pourquoi pas? La CFTC en audition devant nous. Bref, on voit bien que, y compris chez les syndicats, le 50% est perçu comme un défi. Voilà. Et donc, nous, notre souhait, c'est pas de renoncer aux 50%, de façon définitive. Il y a d'ailleurs un amendement qui vient un peu plus tard, qui prévoit une clause de revoyure en 2018 pour qu'on puisse, à ce moment-là, regarder les choses. S'agissant du 50%, j'y reviens, parce que plusieurs orateurs ont fait référence à la position de 2008. Je l'ai regardée attentivement, la position de 2008. À aucun moment, elle évoque une date butoir pour le passage à 50%. Ça reste un objectif. Il est dit, je vous lis le texte, cette même règle transitoire, donc le 30%, sera applicable dans les entreprises au 1er janvier 2009 et jusqu'au passage à un mode de conclusion majoritaire des accords. Les partenaires sociaux décideront du passage à l'étape suivante, au vu des résultats des négociations conduites dans les entreprises suivant ces nouvelles modalités. Donc, c'est les partenaires sociaux qui en décideront. C'est pas forcément. Enfin, je veux dire, voilà ce qui est écrit en 2008. Il n'y a pas un phasage qui est prévu, donc on ne renonce à rien. Et par ailleurs, donc moi j'ai lu nulle part que les partenaires sociaux ont écrit en disant 50%. Voilà. Enfin bon, si vous avez un document, je suis preneur. Je suis prêt à le regarder. Et par ailleurs, il y a un élément quand même. Ah, je vois que j'ai terminé mon temps, Monsieur le Président. Donc je continuerai ma démonstration tout à l'heure, mais en tous les cas, avis défavorable sur l'amendement de suppression du coup. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous faites état de la position de 2008. Moi, je peux vous dire que de nombreuses organisations syndicales sont contentes de cette règle majoritaire. Moi, je pense que c'est un élément déterminant. Et encore, Philippe Martinez, que je recevais vendredi, c'était un des points positifs de la loi que cette règle majoritaire. Et je pense qu'elle va
c'est vraiment les articles un peu miroirs de l'article 2. On ne peut pas élargir l'objet de la négociation si nous n'allons pas vers cette règle majoritaire. Et pour moi, c'est un élément vraiment déterminant. J'ai parlé souvent de verrou, de garantie, mais je crois que c'est une garantie extrêmement importante. Après, et d'ailleurs, en effet, il y a beaucoup d'organisations, notamment patronales, qui sont contre cette règle d'accord majoritaire. Mais je pense que quand on veut favoriser la légitimité des acteurs et quand on veut favoriser la responsabilité, l'engagement, quand on dit on passe d'une culture de l'affrontement à une culture de compromis, bah c'est aussi engager la responsabilité et donc sortir de cette règle de 30% et de 70% d'opposition. Après, il y a la question qui est posée, qui est celle de la consultation des salariés. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a énormément de consultations des salariés. Il y en a décidées par des organisations syndicales, quand Sephora décide, parce que parfois, sur certains accords, il convient de demander l'avis des salariés. Et même, je vais encore vous parler de Philippe Martinez, mais la semaine dernière, lui-même disait que s'agissant de l'accord SNCF, il fallait interroger les salariés de la SNCF pour voir si c'était aux salariés de juger si c'était un bon ou un mauvais accord. Aujourd'hui, on a une règle de validité à 30%. Que propose le projet de loi ? C'est que lorsque on a un accord négocié, je dis bien un accord qui a déjà fait l'objet d'une négociation, que les organisations syndicales puissent le soumettre à la consultation des salariés sur les sujets du temps de travail, qui sont quand même ceux qui sont le quotidien des salariés et qui sont structurants dans l'entreprise. Je crois que c'est ça l'enjeu. Et nous le savons bien que la règle générale, c'est la règle majoritaire et l'exception sera le 30% et le référendum. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que pour une organisation syndicale, aller demander l'avis des salariés, il y a un risque. Elles prennent un risque quand elles mettent en place cette négociation d'un accord à 30 et qu'elles vont demander l'avis des salariés. Et elles savent très bien qu'elles peuvent le payer dans les élections professionnelles qui auront lieu quelques années plus tard. Donc on voit bien que c'est une règle qui est exceptionnelle, mais qui est, aujourd'hui, quand on parle de 30%, je rappelle que c'est le seuil de validité aujourd'hui des accords. Enfin, un mot quand même sur Smart. Et j'ai eu l'occasion de le dénoncer en plus à l'époque, donc je suis en totale cohérence avec ce que j'ai dit à l'époque. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette affaire en disant clairement que l'entreprise n'avait pas mené un dialogue social interne exemplaire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ma conception du dialogue social, elle est sans ambiguïté. D'abord, il faut qu'il y ait une totale transparence. Et dans l'affaire Smart, les négociateurs n'avaient pas l'intégralité de la transparence de l'affaire à ce moment-là. Donc la négociation de l'accord était déjà mal partie. C'est ça la réalité quand même de cette affaire. Et non seulement la direction, elle n'a pas été claire avec les représentants des salariés dès le début de cette affaire. Et elle n'a pas été claire sur les enjeux économiques de l'entreprise. C'est tout ce que, aujourd'hui, dans ce projet de loi, quand on parle des accords de méthode, quand on parle de la loyauté, quand on parle de la transparence, c'est tout pour éviter justement qu'il y ait une affaire Smart. Et elle n'a pas donné les arguments économiques, notamment, qui justifiaient cette raison. Donc comment on peut avoir derrière, quand on a une concertation, une négociation qui n'est ni loyale ni transparente au début, il ne faut pas s'attendre que ça finisse, il faut s'attendre à ce que ça finisse de cette manière. Et justement, dans le cadre de ce projet de loi, nous apportons des règles particulièrement claires. Et la consultation des salariés dans l'affaire Smart, même si elle était demandée par des organisations syndicales, elle était dans un climat... elle avait pour objectif, quelque part, d'instituer un climat de peur dans l'entreprise. Parce qu'il y avait eu un défaut de transparence en amont et qu'on ne savait pas véritablement à quoi s'attendre derrière. Donc, c'est tout, à mon sens, sauf un dialogue social exemplaire. Donc, j'ai bien conscience, en effet, alors vous me parlez de Joseph Touvenel, mais moi j'ai dans mon bureau Philippe Louis sur la CFTC qu'il y a une divergence par rapport à ce que vous me lisez de Joseph Touvenel. En effet, c'est la CFTC et la CFDT aujourd'hui qui est d'accord avec cette mesure. Je ne suis pas là pour revenir, mais on parle des 30 et des 70%. Que faisons-nous si des organisations syndicales qui représentent 49% des salariés souhaitent et ont négocié pour cet accord? C'est aussi ça la question. Donc c'est là, en effet, que la consultation des salariés, parce qu'ils pensent que c'est un accord justement qui préserve l'intérêt collectif de l'entreprise et qu'ils veulent qu'il soit reposé sur un consensus suffisamment large, que c'est à ce moment-là qu'ils utiliseront aussi la consultation des salariés. Mais bien évidemment, c'est un risque pour les organisations syndicales qui signent et donc c'est pour ça que c'est un caractère exceptionnel. Merci Madame la Ministre. Pour explication de vote, Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Vous parlez de Smart et de la non-transparence de l'entreprise. Mais justement, la version Smart du dialogue social, c'est
en fait, ce que vous allez renforcer avec votre article. Parce que qu'est-ce qui se passe chez Smart, effectivement, c'est qu'ils organisent une consultation par voie de référendum, que malgré des réponses qui sont défavorables parmi les ouvriers, favorables parmi les cadres, ils poursuivent, et y compris qu'après, ils jouent à l'intérieur de l'entreprise la peur, effectivement. Ils convoquent d'abord les délégués, parce qu'il y a eu pendant 6 mois un forcing terrible, d'abord à l'égard des délégués syndicaux, puis ensuite un chantage à l'emploi au niveau des employés qui ont été convoqués individuellement, et il fallait donner la réponse durant 1 semaine, et finalement on s'aperçoit que dans des entreprises comme ça, il y a eu effectivement une pression énorme, que les délégués syndicaux d'une manière générale ne progressent pas d'ailleurs, et on voit qu'aujourd'hui, Madame la Ministre, il y a un climat qui est terrible de ce point de vue-là. Il n'y a qu'à voir après les Goodyear, après ce qui s'est passé à Air France, on ne peut pas dire que les choses s'arrangent, tout au contraire, il y a un climat qui est très lourd, et il y a un chantage sur l'emploi qui est absolument terrifiant. Alors, en plus, vous dites, en disant que vous n'approuvez pas que la direction de Smart n'a pas été inquiétée, mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cet article-là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de généraliser les choses, et vous nous dites mais non, finalement la représentation syndicale, c'est pas, oui, il y a peut-être, ils ont raison un petit peu d'avoir peur, mais c'est pas ça le fond du problème. Mais c'est pas les syndicats pour les syndicats, c'est par rapport à ce qu'ils portent, ce qu'ils défendent dans un rapport de force qui est donné. Ça, c'est quand même la première chose qu'il faut souligner. Et la deuxième chose, l'argument de monsieur le rapporteur, c'est de dire ça fait quand même 4 mois que ça dure et il faudrait bien aboutir à un accord, parce que finalement il faut que des accords soient signés. D'abord, des accords sont signés, mais alors si on est sur cette logique-là, moi je vous pose une question très simple, Madame la Ministre. Pourquoi, alors que votre loi est contestée, et majoritairement contestée dans la rue et dans les entreprises, vous la soumettez pas au référendum? Merci, Madame Cohen. Madame Lienemann. Je voudrais d'abord rappeler à Madame la Ministre qu'en effet, le fait que ce soit le vote majoritaire, enfin des organisations représentatives majoritaires qui négocient, c'est une grande avancée. Ça, c'est un fait incontestable. Je pense que ça légitime, quand il y a un accord, le fait que les organisations syndicales sont responsables. Et d'ailleurs, je pense que ça changera la culture de tous, du patronat comme des organisations syndicales. Maintenant, la question référendaire, elle arrive, comme vous le dites très justement, en écho, quelque part, à la question de l'article 2. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est, en tout cas ce qu'elle nous a dit le rapporteur, c'est, vous comprenez, l'article 2, nous on le conteste parce qu'on pense qu'il déroge à la hiérarchie des normes. Mais quand vous nous répondez sur l'article 2, vous nous dites qu'il faut avoir confiance dans les organisations syndicales, parce que les organisations syndicales, on va les former, elles vont être bien aptes à faire l'équilibre entre l'entreprise et l'intérêt général dehors. Et là, monsieur le rapporteur nous dit, oui, mais ça va être dur d'obtenir 50% dans une entreprise. Vous êtes en train de nous expliquer que ça va être contraire, quelque part. Ça va être très difficile d'avoir un accord, alors qu'on veut justement faire une culture de l'accord. Et au lieu de pousser les organisations à créer du consensus par l'accord, vous leur proposez une stratégie de fuite qui est de dire, s'il y a 30%, alors là, on passe au référendum. Je sais bien qu'on peut faire confiance au référendum. J'observe que c'est à géométrie variable en fonction des sujets sur le fait référendaire. Mais surtout, comme je l'ai expliqué, on n'est pas un référendum global de tout le peuple dans son entièreté. On a le référendum des salariés qui peuvent avoir au sein de la même entreprise des intérêts contradictoires. C'est ce que j'ai expliqué entre les cadres et les ouvriers. Et que les organisations syndicales, elles sont justement un de leurs points forts, c'est d'incarner cette synthèse et ce compromis. Et puis, à ce moment-là, si on considère qu'une majorité n'est pas fiable parce qu'on n'arrive pas à l'accord, il ne faudra pas vous étonner qu'il y ait un certain nombre de nos concitoyens qui appellent au référendum révocatoire. C'est-à-dire, il y a une majorité, on n'est pas d'accord avec la majorité, soit parce qu'elle vote un truc, soit parce qu'elle n'en vote pas, et on dit, c'est pas grave, le peuple souverain, hop, référendum révocatoire. Parce que quelque part, c'est de la même logique. C'est de mettre en cause la légitimité de la majorité par un fait plébiscitaire de l'extérieur. Moi, l'histoire nous a montré
que chaque fois qu'on mettait le doigt dans l'engrenage de tout cela, ça ne structurait pas les corps intermédiaires pour produire du consensus, ou en tout cas, à défaut de consensus, des compromis positifs, mais ça ne faisait qu'irriter des colères et du populisme. Donc personnellement, comme la majorité des organisations syndicales, je pense que ce n'est pas nécessaire, même dans la logique qui est la vôtre sur l'article 2, et plus encore dangereux à partir du moment où on peut remettre en cause la hiérarchie des normes. Merci. Madame Brick. Oui, alors, une démarche démocratique, c'est d'essayer de comprendre l'argumentation adverse. Donc, je vous écoute. Vous ne voulez pas, je ne reviens pas sur les 50%, les 30%, je parle du référendum. Vous ne voulez pas de référendum. Il faut que vous m'expliquiez comment vous défendez l'argumentation qu'il faut que nous écoutions la rue. Nous sommes dans un État de droit, avec des représentations démocratiques, et si nous sommes là, ce n'est pas pour faire de la figuration. Sinon, on peut faire autre chose de plus agréable, peut-être, par ces journées pluvieuses. Mais, et que vous ne vouliez pas, vous voulez qu'on écoute la rue, mais vous ne voulez pas qu'on écoute les salariés. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. On demande, après les 50%, les 30%, un syndicat signataire fait cette demande pour écouter la voix des salariés. C'est quand même la moindre des choses. Ça concerne le temps de travail, ça concerne la vie de tous les jours. C'est quand même normal que des salariés qui sont concernés dans leur entreprise directement, c'est très important les temps de pause, c'est très important les congés, c'est très important la durée hebdomadaire, c'est très important la durée annuelle. Ça les concerne dans leur vie de tous les jours. Et ça ne concerne pas que, ça concerne quand ils ont une famille, leur famille. Donc c'est quand même normal qu'ils donnent leur avis. C'est ça que nous défendons. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Oui à la rue, mais non aux salariés. C'est ça votre position. Donc, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, et puis c'est tout. Mais on n'est pas d'accord démocratiquement. Merci, Mme Brick. Y a-t-il d'autres explications de vote? Ah, pardon, Monsieur Longuet. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame le ministre, mes chers collègues, je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais Madame le ministre, vous avez cité longuement le cas de Smart. Or, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, comme président du Conseil régional de Lorraine, j'ai eu l'opportunité de flécher vers Ambach l'usine Smart du groupe Daimler-Benz, sur une idée du professeur, enfin, de Monsieur Hayek, de l'ingénieur Hayek, pas confondre avec le professeur Hayek. Je voudrais simplement vous dire que cette usine, depuis 20 ans, est en compétition avec l'ensemble des usines du groupe Daimler-Benz pour obtenir le droit de fabriquer des automobiles en France et en général à gain de cause. Pas toujours, mais ils ont eu le plus souvent gain de cause. Dans ces discussions entre les responsables d'une entreprise et les salariés de l'entreprise, je vous rappelle qu'hélas, ce n'est pas simplement un face-à-face entre patrons plein de bonne volonté et salariés plein de bonne volonté, c'est aussi la survie d'une entreprise dans un environnement concurrentiel. Et cet environnement concurrentiel, il se définit naturellement par les parts de marché que l'entreprise peut garder ou perdre. Il se définit aussi par la place de l'unité de production dans un groupe mondialisé. Et dans le cas du groupe Daimler-Benz, je pense que le chiffre d'affaires de Daimler-Benz doit être inférieur au PIB français quand même, mais pas tant que cela. Et c'est la raison pour laquelle cette affaire de référendum, telle que le propose l'article 10 présenté par notre rapporteur, est totalement pertinent. La possibilité de faire appel au bon sens de l'ensemble des salariés, dont je reconnais qu'ils n'ont pas nécessairement dans une unité de production les mêmes intérêts à court terme, car à court terme, de toute façon, le cadre travaille au-delà de son temps de travail légal parce qu'il a la passion de son entreprise. Et je comprends très bien que le salarié de production, l'opérateur, pour prendre la sémantique à la mode, soit attaché à défendre ses intérêts au plus juste. Mais il y a un intérêt collectif de l'entreprise et à partir du moment où l'employeur, ou au contraire des syndicats signataires mais minoritaires, font appel au référendum, c'est qu'ils pensent
qu'il y a une conscience solide de l'intérêt collectif au-delà des divisions syndicales qui sont provisoires et qui n'ont pas toujours la préoccupation du très long terme. C'est la raison pour laquelle, en citant cet exemple Smart, et parce que la direction de Smart et les salariés de Smart ont été responsables, j'ai tenu à prendre position pour la rédaction de la Commission. Merci, Monsieur Longuet. Madame de Roche. Merci, Monsieur le Président. Non, très rapidement, simplement, je me revois il y a un an en arrière. Nous étions sur la loi Macron. Nous défendions en effet le référendum des salariés pour le travail du dimanche. Nous sommes constants, nous n'avons pas varié. Mais je vois que Madame Bricq évolue. Je ne peux que m'en réjouir, même si ça doit désespérer Monsieur Desessard. Merci, Madame de Roche. Madame Assassi, Madame la Présidente Assassi. Oui, je vais sans doute un petit peu répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai que cet article est important et qu'il mérite effectivement d'avoir une discussion de nature politique au bon sens du terme, bien évidemment. Moi j'insiste, c'est le référendum dans une entreprise, c'est opposer les salariés entre eux. Parce que le référendum permet de faire pression directement sur les salariés, et c'est un outil parfait pour exercer le chantage à l'emploi. Je sais pas, je pense que c'est Laurence Cohen qui l'a dit, mais grosso modo, ça veut dire si vous ne validez pas l'accord, nous licencions. Et donc la représentation syndicale, elle a notamment pour objectif de ne pas permettre une confrontation directe entre l'employeur et les salariés, et c'est tout ce que nous défendons, bien évidemment. Merci, Madame Assassi. Monsieur le rapporteur. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur la consultation, le référendum, et je voulais en dire un mot, naturellement, avant que nous poursuivions le processus de vote. Alors, la consultation, le référendum, c'est pas nouveau non plus, hein. Ça se fait déjà en entreprise, sous le contrôle de Jean-Marc Gabouty. L'intéressement, la participation sont des matières qui s'y prêtent et qui sont déjà prévues par le Code du travail. Donc cela se fait. Cela se fait aussi en informel par les syndicats. Les syndicats, régulièrement, avant de signer un accord, retournent vers leur base, organiser une consultation. La différence, c'est que moi, la consultation, je la préfère dans l'urne qu'à main levée. Voilà, je pense que ça garantit un peu plus peut-être la réalité des choses. Et par ailleurs, on parle de court-circuit. Moi, je pense qu'il faut, un des grands défis, et je le redis, qui s'impose à la démocratie sociale comme à la démocratie politique, c'est comment arriver à concilier la démocratie représentative avec la démocratie participative. Le participatif, ça fait quand même plusieurs années qu'on nous en parle. Alors ce serait bien quand il s'agit de faire le budget à Porto Alegre, mais ce serait pas bien quand il s'agit de décider à l'échelle, dans l'entreprise, à échelle humaine. Moi je crois que en réalité, le référendum, il ne faut pas accabler le référendum, ni excès d'honneur, ni excès d'indignité, et je pense qu'il ne sera pas utilisé, d'ailleurs, effectivement, ad nauseam ou tous les 4 matins, parce qu'en réalité, pour l'utiliser, encore faut-il qu'il y ait le droit d'opposition qui soit manifesté, et ensuite qu'effectivement, soit les organisations signataires, soit dans la version de la Commission, et également l'employeur sollicite la consultation. Et je reviens sur l'employeur, nous l'avons mis par parallélisme des formes. Dès lors qu'il y a deux parties qui négocient, il faut bien que chacune des parties puisse dénouer aussi un moment. Et donc, en réalité, on parle... Oui, mais dans la négociation, les deux parties viennent, voilà, et avec quand même une sorte de symétrie. Et donc, on a tenu à rétablir cette symétrie. Voilà. Donc, quelles sont les précisions que je voulais apporter, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par... Ah, Madame Gontier-Morin, vous souhaitiez faire une explication de vote? Je trouve que Monsieur le rapporteur ignore une dimension totale de l'affaire. C'est que, évidemment, en organisant directement un référendum, c'est placer le ou les salariés, directement face au patron, et donc ignorer le lien de subordination qui existe. De surcroît, je vous ferai observer que celui qui maîtrise le questionnement, la rédaction de la question, est quand même maître d'œuvre dans l'organisation. Et voilà. Bon, donc c'est un vrai problème. Et j'attire votre attention sur le danger de nier
la spécificité des institutions représentatives du personnel qui bien souvent aident à la compréhension du dialogue, aident à la négociation. Et j'attire votre attention sur le danger que tout cela, à terme, pourrait générer en termes de colère. Et en fait, on enlève un filtre. Et la question, c'est ne pas d'opposer la démocratie de représentation à la démocratie directe, c'est de construire et d'articuler intelligemment les deux. Voilà. Merci, Madame Gontier-Morin. Plus d'explications de vote. J'ai donc été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur l'amendement numéro 49 de suppression de l'article 10. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable, qu'il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Voici le résultat du scrutin numéro 335 sur l'amendement numéro 49. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 331. Pour l'adoption, 21, contre 310. Le Sénat n'a pas adopté. Deux amendements ensuite faisant l'objet d'une discussion commune à l'article 10, un 891 rectifié qui n'est pas défendu, un 958, Madame la Ministre. Merci. Excusez-moi, je ne vais pas casser le matériel de la Haute Assemblée. Il s'agit donc d'un amendement du gouvernement qui vise à rétablir l'article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, à savoir le principe majoritaire qui s'appliquera dans un premier temps à l'ensemble des accords relatifs à la durée, à la durée du travail, les congés et les repos, ainsi qu'aux accords bien sûr visant à développer l'emploi. Ce principe sera par la suite généralisé à partir de 2019 au plus tard, avec un bilan intermédiaire que nous avons accepté dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale en 2018 sur la mise en œuvre de cette mesure. Et le deuxième aspect qui est important, c'est également la consultation des salariés dont on vient de parler à la main des organisations syndicales si elles représentent au minimum 30% des suffrages exprimés. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, en examinant ces amendements identiques, la Commission a réaffirmé l'attachement à la rédaction qu'elle avait trouvée le 1er juin. Et voilà, enfin, je crois que le débat a eu lieu. Je n'en rajoute pas plus. Avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Pour explication de vote, Madame Gontier-Morin. Non, je crois qu'on a échangé beaucoup d'arguments pour tenter de vous expliquer en quoi nous pensions qu'il était dangereux, via une telle proposition, de saper les fondements de la représentation syndicale. D'ailleurs, j'observe que c'est à la suite d'une visite précipitée de M. Bompard, président de la FNAC, que vous avez annoncé, Madame la Ministre, l'inscription du référendum dans ce projet de loi. Initialement, le texte prévoyait que les accords signés par les syndicats dont l'audience est comprise entre 30 et 50% des voix puissent être soumis à référendum. La droite sénatoriale a encore étendu cette possibilité qui nie la représentativité des syndicats majoritaires tout en reconnaissant celle des minoritaires et en faisant croire à un système plus démocratique. Parce qu'en réalité, le cœur du référendum, de cette proposition, consiste à approuver un recul social, car enfin aujourd'hui, n'importe quel employeur peut, de manière unilatérale, modifier et en mieux, entendez bien ces deux mots, en mieux les conditions de travail et de rémunération. Par contre, ils sont obligés de passer par un accord pour réduire les accords sociaux. Conclusion, vous autorisez via cette proposition pour accepter des reculs sociaux. Et on n'est pas naïf. L'expérience montre en effet que les salariés pris individuellement acceptent plus facilement les régressions sociales que les organisations syndicales qui ont l'habitude des tactiques patronales qui visent à réduire ces droits. Et je vous ferai observer qu'à ma connaissance, tous les référendums qui ont eu lieu jusqu'alors ont toujours eu pour conséquence de répondre aux revendications patronales. Donc franchement, vous ignorez ce lien de subordination, franchement. Merci, Madame Gontier-Morin. Monsieur Roche.
Oui, le débat se retrouvait, on répète toujours un peu les mêmes choses parce qu'on avance, mais je crois que j'ai voulu intervenir pour dire que, tout d'abord, la règle des 50%, je crois que c'est quand même la pierre angulaire de toute vie démocratique. C'est le premier point. Deuxième point, sur le référendum, j'ai été très sensible aux propos que j'ai entendus de Mme Bricq, de Didier Guillaume et même de notre rapporteur sur ce compromis qui était trouvé entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais on est dans un contexte quand même où la France est déchirée, à d'un côté, ce qui peut être interprété comme une dérive libérale sur le plan économique, et d'ailleurs quand même des syndicats qui refusent de faire le pas pour être réformateurs et qui restent dans des positions très dures. Et il faudra bien sortir de cette crise. Or, ce que présente l'amendement du gouvernement, de dire si le syndicat à 30%, il peut lui aussi demander le référendum, et la demande du référendum n'est pas uniquement du patronat, ça me paraît un compromis qui pourrait un jour servir au gouvernement pour débloquer la situation, parce qu'il faudra bien avoir des billes pour discuter. Et à titre personnel, ce n'est pas l'avis du groupe, mais j'ai envie de soutenir l'amendement du gouvernement pour favoriser les démarches dans les jours à venir et sortir de la crise. Merci, Monsieur Roche. Madame la ministre. Deux choses, Monsieur le Président. La première, c'est que la position du gouvernement, que ce soit très claire, c'est le principe majoritaire ou la consultation des salariés à la main et uniquement à la main des organisations syndicales qui représentent plus de 30%. Et sur un accord qui est négocié en amont. Je pense que ça, c'est un élément important. Deuxième chose, je ne supporte pas, et je tiens ici à le dire, l'analyse que vous faites de mon agenda public. Oui, en effet, j'ai rencontré M. Bompard, qui est directeur de la FNAC, comme je rencontre des organisations syndicales et comme je rencontre des employeurs, des entreprises. Mais sincèrement, cette idée, c'est pas au moment où un axe de travail sort dans la presse que c'est au moment où il a été inventé, le jour où j'ai rencontré, alors même que j'ai absolument pas échangé avec M. Bompard de la loi travail, notamment de cette possibilité de consultation des salariés. Donc s'il vous plaît, mon agenda est rendu public, mais s'il vous plaît, les interprétations de mon agenda public sur les mesures du projet de loi, s'il vous plaît, je l'assume à 200% cette mesure, elle ne m'a été absolument pas soufflée par M. Bompard, c'est le fruit d'un travail que nous menons avec les services et dans le cadre des contacts que nous avons avec les organisations syndicales, celles en tout cas qui acceptent de venir à notre table. Merci Madame la Ministre. Y a-t-il d'autres explications de vote? J'ai été saisi donc d'une demande de scrutin public par la Commission des affaires sociales sur l'amendement numéro 958 du gouvernement. Je rappelle que l'avis de la Commission est défavorable. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 336 sur l'amendement numéro 958. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 317. Pour l'adoption 111, contre 206. Le Sénat n'a pas adopté. À l'article 11, une demande de parole de Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Nous sommes un certain nombre de collègues à avoir déposé un amendement demandant la suppression de cet article parce que nous le pensons tout à fait dangereux. Et par ailleurs, nous sommes étonnés que soit reprise une proposition qui, lorsque la gauche était dans l'opposition, avait totalement protesté contre les propositions de M. Sarkozy qui visaient aussi à avoir ce qu'on appellerait abusivement des accords offensifs pour l'emploi. On a déjà eu le débat lors de la loi de sécurisation de l'emploi qui avait institué ces fameux accords de maintien de l'emploi, AME, dits défensifs. Nous n'étions déjà pas très convaincus de ces accords, mais au moins les garanties que M. Sapin, quand il était alors ministre, insistait lourdement en disant « mais non, ces accords sont bien balisés parce qu'il y a toute une série de garanties qui font que ce ne sont pas des accords comparables à ceux que présentés par la droite et M. Sarkozy. » Alors, quelles étaient ces balises? Premièrement, qu'ils n'avaient lieu que lorsqu'il y avait des difficultés réelles et lourdes dans l'entreprise. Deuxièmement, ils étaient d'une durée déterminée. Et par ailleurs, on notifiait clairement les graves difficultés économiques. Or, justement,
On a déjà eu ce débat dans la loi Macron parce qu'on a élargi la durée des avantages, des inconvénients que les salariés pouvaient subir, puisqu'on a allongé un accord à 5 ans. Donc on arrive dans cette situation où maintenant on nous dit ben non, il ne faut pas simplement des accords défensifs, il faut des accords offensifs. Il ne suffit pas de mettre en cause des avancées sociales pour maintenir l'emploi, non, c'est pour développer l'entreprise. Et pour développer l'entreprise, il serait judicieux de revenir sur toute une série de garanties qui avaient été assurées aux salariés. Alors j'entends bien que dans le texte, la question salariale, on ne peut pas baisser le salaire, mais il n'a échappé à personne que non seulement les rémunérations ne sont pas que des salaires et que d'autre part, les conditions de travail peuvent conditionner, par exemple, on peut travailler plus pour avoir le même salaire, ce qui revient à quand même moins rémunérer le travail. Donc nous estimons que ce n'est pas la façon dont on doit construire le développement des activités dans notre pays, que ça ne doit pas se faire au détriment des conditions sociales des salariés et que même s'il s'agissait d'un accord majoritaire, on voit bien que petit à petit, on se met sur un terrain bien connu, celui du MEDEF, qui cherche essentiellement des gains soi-disant de dynamisme économique par des reculs sociaux, alors même que notre pays ne met pas suffisamment d'efforts dans d'autres directions tout à fait essentielles. Merci Madame Lienemann. Parole à Madame Laurence Cohen. Merci Monsieur le Président. Comme nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises, et ce que je viens d'ailleurs de refaire lors de l'article 10, le principe de lien de subordination au sein de l'entreprise est totalement ignoré du gouvernement. La jurisprudence de la Cour de cassation est pourtant suffisamment étoffée pour définir les paramètres de ce lien. Malgré cela, nous nous retrouvons donc avec un article 11 qui permet une baisse de la rémunération horaire des salariés par le biais d'un maintien du salaire mensuel couplé à une augmentation du temps de travail, et laisse le soin au dit accord de définir les modalités de prise en compte de l'atteinte à la vie privée des salariés. En échange de cela, quelle protection pour les salariés ? La possibilité pour un salarié de refuser que son contrat de travail soit modifié arbitrairement au risque d'être licencié comme le permet l'article L. 1233-3 du Code du travail. Plus besoin que l'entreprise ait des difficultés économiques puisqu'il suffit que l'accord d'entreprise ait pour objectif la préservation ou le développement de l'emploi, motif qui pourrait être avancé par n'importe quelle entreprise. Une fois cet accord adopté, ces dispositions s'imposeraient aux salariés. Exit le principe de faveur, selon lequel ce sont les dispositions les plus avantageuses qui s'appliquent obligatoirement. De plus, en cas de refus, le salarié ne bénéficierait plus des garanties propres au licenciement économique, comme c'était le cas pour les accords de maintien dans l'emploi, hors droit au reclassement. Ainsi, un salarié qui n'accepterait pas cet accord dit offensif pourra, grâce à votre texte, Madame la Ministre, être licencié pour raison personnelle. Et je veux souligner qu'au-delà du cas du salarié, ce texte permet aux employeurs de se soustraire aux obligations afférentes à la mise en place d'un plan social en cas de licenciement collectif. Votre argument consistant à devoir renforcer la compétitivité de l'entreprise est totalement démonté par les exemples des Conti ou encore de Bosch. De fait, le principe de flexi-sécurité est un échec flagrant, mais vous vous obstinez et vous aggravez les choses par cet article. Eh bien, pour notre groupe, le groupe CRC, c'est non, nous ne voterons pas cet article. Merci Madame Cohen. Monsieur Dezessart. L'article 11 de ce projet de loi ouvre la possibilité de négocier au sein des entreprises des accords de préservation ou de développement de l'emploi. Nous souhaitons la suppression de cet article afin d'éviter que les entreprises puissent avoir recours à ces accords, dits accords offensifs, en raison de la grande précarité dans laquelle ils pourraient mettre les salariés. En effet, des entreprises auraient la possibilité de conclure un accord majoritaire qui primerait sur le contrat, notamment en matière de rémunération et de durée de travail. Ainsi, ces accords, sans conditions ni économiques ni d'emploi, permettraient par exemple de faire travailler davantage les salariés sans pour autant augmenter leur rémunération sous peine de se faire licencier. En 2013, la loi de sécurisation de l'emploi prévoyait déjà des accords permettant de contourner le contrat. Ces accords, appelés accords de maintien, étaient limités à des circonstances particulières,
lorsque la survie de l'entreprise est en jeu. Les conditions de mise en place de ces accords avaient ensuite été assouplies par la loi Macron. Nous avions alors exprimé des réserves, car cette dynamique était peu contrôlée et ouvrait à des plus grandes régressions à venir, et c'est le cas aujourd'hui. L'article 11 que nous examinons aujourd'hui étend ces accords à des objectifs de développement de l'emploi. Les conséquences de cet article pour les salariés pourraient être considérables. Le salarié concerné devra faire le choix entre la précarité et la perte de son emploi. Ce n'est pas le sens que nous voulons donner à ce texte. La flexibilité ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. De plus, les modifications apportées à cet article en commission ne font que renforcer leurs conséquences néfastes pour les salariés. À titre d'exemple, la rémunération mensuelle pourra désormais être diminuée si le taux horaire est supérieur ou égal à 1,2 SMIC. Nous voyons bien que dans ces conditions, la relation contractuelle unissant l'employeur et son salarié est totalement disproportionnée, que le rapport de force se fait en défaveur du salarié. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression de l'article 11. Merci, Monsieur de Zessar. Toujours pour demande de parole, Madame Bricq. Oui, je voudrais insister sur le fait que cet article 11 était effectivement très important. Je comprends qu'il y ait une bataille contre. J'ai bien entendu certaines revendications syndicales, enfin d'un syndicat en la matière, ça fait partie des points de principe. Mais je voudrais dire que si on supprimait cet article ou si on l'acceptait dans la formulation de la Commission des affaires sociales actuelle, eh bien on déséquilibrait le texte. Alors j'ai cité, je ne vais pas m'y étendre, mais j'ai cité ce qui est intervenu comme accord chez Michelin. Et puis, je peux aussi prendre l'exemple peut-être qui sera plus parlant sur ce qui s'est passé à Peugeot. Quand Peugeot allait mal, il y a eu un accord défensif qui a été signé par les syndicats mis en œuvre et qui était borné dans le temps et qui maintenant donne lieu à examen, puisque le temps est fini, et l'accord maintenant va devenir offensif, parce que Peugeot va mieux, grâce à l'intervention de l'État, il faut le rappeler, mais aussi parce que l'entreprise a été remise dans un process où elle peut investir, et elle fait le bilan de l'accord qui était intervenu, et à ce moment-là, les organisations syndicales qui étaient dans un rapport défensif quand ça allait mal, sont dans un process offensif. Donc c'est très intéressant d'être réactif à la vie de l'entreprise et de donner des points d'appui aux organisations syndicales. Elles vont voir ce qui a été fait et pas fait dans le précédent accord et évidemment, elles vont demander de toucher le produit de leurs efforts, puisque ça avait été un accord de modération salariale. Et puis nous, on ne veut pas qu'il soit supprimé, parce qu'il y a des choses qu'on veut modifier par amendement. On veut s'expliquer, entendre le gouvernement, on veut maintenir la rémunération, on veut aussi, dans les petites entreprises, maintenir le mandatement, et puis on veut aussi qu'un autre amendement présenté par notre collègue Touraine au nom du groupe socialiste, eh bien, que s'il y a des efforts qui sont demandés au personnel, il faut qu'ils soient proportionnés ceux qu'on va demander aux dirigeants d'entreprise, aux mandataires sociaux. Il faut que ça, c'est très important pour nous. Donc, on veut pouvoir défendre ces amendements. Donc, c'est pour ça qu'on défend, mais évidemment, on défend la version originale et originelle du texte, pas celle qui a été admise par la Commission des affaires sociales, mais la ministre s'en expliquera, car elle a aussi, elle, son mot à dire sur ce que nous voulons. Madame Bricq, donc je suis saisi de 3 amendements qui font l'objet d'une discussion identique, de suppression. Un numéro 50 qui est présenté par Monsieur Vatrin. Oui, il s'agit d'un amendement de suppression de l'ensemble de l'article 11. Nous sommes fermement opposés à cet article qui s'inscrit dans une longue suite de lois régressives votées depuis 2008
qui ont permis aux entreprises de déroger aux accords de branche et aux conventions collectives en imposant des sacrifices souvent très importants aux salariés au nom du maintien de l'emploi. Alors je veux parler ici bien sûr de la loi Bertrand de 2008 qui instaure cette primauté de l'accord d'entreprise en termes d'annualisation du temps de travail, mais il fallait aussi ensuite imposer cet accord au contrat de travail, puisque la jurisprudence considérait que tout ce qui relevait de la durée de travail était un élément essentiel du contrat de travail. Et donc, eh bien, cette loi Warsmann a permis de licencier pour motif personnel les salariés qui refusaient ces accords. Et puis après, on a eu l'ANI qui a encore élargi, en cas de graves difficultés économiques, eh bien, la possibilité de déroger à des droits plus favorables sur les modalités d'organisation, de répartition du travail et de rémunération. Alors là, on a un désaccord fondamental avec Madame Bricq concernant le bilan, mais je crois qu'on l'aura en séance. On a beaucoup d'amendements parce qu'on pourra regarder effectivement le nombre de suppressions d'emplois, les sacrifices qui ont été faits par les salariés, que ce soit chez PSA, que ce soit chez Renault, où j'aurais pas la sévérité de citer l'accord chez Continental Clairvoie dans l'Oise, où les salariés ont renoncé à la réduction du temps de travail. Ils ont accepté un gel des salaires et l'accord à peine signé, l'encre à peine sèche, la fermeture était annoncée et 1200 salariés se retrouvaient sur le carreau. Donc je reprends la bonne feuille et pour conclure en disant que là, non seulement on ne tire pas les enseignements de ces accords qui ont été quand même un recul si l'on prend les capacités industrielles de notre pays. Eh bien là, on va encore aller plus loin dans ces sacrifices exigés des salariés, même lorsqu'il n'y a pas de difficulté économique. On ne fixe plus une durée, sauf celle qui sera mise dans l'accord. Ce seront des licenciements sui generis qui feront que, eh bien, dès lors que ça sera inscrit dans l'accord que ça a été conclu en vue de développer l'emploi, eh bien, le salarié ne pourra pas contester la cause sérieuse et réelle de ce licenciement. Et puis, il y a la question des rémunérations qui a été posée. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir sur ce sujet. Merci, Monsieur Vatrin. Monsieur Dezessart, le 447, qui est identique. Oui, mais écoutez, j'ai l'impression de l'avoir défendu lors de ma prise de parole, et ça rejoint les propositions et l'argumentaire du groupe CRC. La question qui est posée, c'est au fur et à mesure des projets de loi travail qui viennent. Il faut dire qu'il faut faire adapter l'entreprise. Et on adapte, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas assez. Donc il faut l'adapter encore plus. Et puis ensuite, c'est quand même pas assez encore, parce que mais le pas assez, il existera toujours, puisqu'on part en concurrence avec des pays en voie de développement en Asie qui n'ont rien à voir au niveau des conditions sociales. Donc, adapter l'entreprise toujours plus, ça veut, et je veux dire qu'il y a un gouffre. Bien sûr que le patronat, dans un an, va dire « mais c'est bien ce que vous avez fait, mais ce n'est pas assez. Il faut encore faire un effort. Regardez le salaire que vous avez par rapport à l'entreprise là-bas qui peut faire la même chose en beaucoup moins de temps et pour beaucoup moins cher. » Donc, est-ce que c'est cela que nous voulons? De vouloir adapter petit à petit la situation des entreprises françaises aux entreprises des pays en voie de développement qui font concurrence? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a effectivement une spécificité française, aussi bien dans les rapports sociaux, qui amène une qualité de travail, qui amène un niveau de formation intéressant, qui amène un projet collectif, et que ce projet collectif, ces infrastructures, ce capital que nous avons humain, peut faire en sorte que nos entreprises soient compétitives sans remettre en cause tous les droits salariaux et toutes les conditions de travail qui sont effectivement plus favorables en France que dans beaucoup d'autres pays. Donc là, la droite a choisi, il faut adapter l'entreprise, il faut aller le plus loin possible. Ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est qu'une question d'années ou de mois. Et les socialistes, vous vous engagez dans cette voie-là, et je crois que il n'y a pas d'espoir dans cette voie-là, parce que vous ne serez jamais statique, vous ne trouverez jamais le bon moment où il y a l'équilibre qui est bon. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réalisé quelque chose, il y aura un équilibre. Le MEDEF, il dira, mais ce n'est pas suffisant, on n'y arrive pas. Et parce que
La finalité, si c'est d'être compétitif avec les pays en voie de développement, ça demande encore beaucoup de régression et beaucoup de lois sociales. Merci, Monsieur de Zessar. Madame Lindemann, le 961 rectifié. J'ai donné l'essentiel d'argumentaire, mes collègues aussi. Je voudrais insister sur la remise en cause du contrat de travail, parce que c'est quand même extrêmement dangereux. Nos collègues à l'Assemblée, en tout cas pour les collègues socialistes, ont souhaité qu'on ne soit pas un licenciement sec, que ce soit quand même un licenciement économique. Mais enfin, bilan des courses, on modifie unilatéralement le contrat de travail, même plus parce qu'il y a des problèmes majeurs. Là, on rentre dans une autre logique de vulnérabilité des salariés sous une pression. Et justement, je parle de la pression. Monsieur de Zessar a raison. Est-ce que c'est comme ça qu'on va avoir une économie performante et notamment une industrie qui se redresse? Non, c'est la mutation technologique, c'est l'innovation, c'est la formation des salariés, c'est le 4.0. C'est pas rabioter de petites choses à la marge, parce que c'est ça qui est en train de s'opérer. Et on est encore en retard. On est encore en retard dans cette mutation. On ferait mieux de concentrer tous nos efforts. Le FMI lui-même a fait des études qui montrent que le coût du travail dans la plupart des secteurs, et notamment des secteurs exportateurs mondialisés, le coût du travail n'est pas l'élément déterminant. Donc au contraire, consolidons notre modèle social. Et pour ce qui est des services et de l'économie nationale, disons moins dans la concurrence, c'est la capacité d'avoir des carnets de commandes. Donc c'est une logique de relance par la redistribution des richesses et par le pouvoir d'achat. C'est un équilibre entre les deux. Et là, on nous avait promis 1 million d'emplois avec le pacte de stabilité. On les attend toujours. On nous promet qu'en permettant de licencier, entre guillemets, flexibilisant le travail, on va moderniser les entreprises. On l'attendra encore longtemps et pendant ce temps-là, il y a une fragilisation économique et industrielle du pays. Ce n'est pas la bonne voie. Et Madame Lindemann. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Commission a émis un avis défavorable sur les amendements de suppression, estimant que voilà, le dispositif tel qu'il était proposé apportait un certain nombre de réponses après les AME qui, vous savez, ont connu un succès tout relatif. Une douzaine seulement ont été conclus et qu'à partir de là, le fait d'avoir un dispositif revu allait dans le bon sens, avec un certain nombre de garanties pour les salariés qui ne souhaitent pas s'inscrire dans la dynamique qui est celle de l'accord offensif ou défensif, puisqu'il y a un parcours d'accompagnement qui a été rajouté lors de la lecture à l'Assemblée nationale. Et voilà, donc par conséquent, amendement défavorable sur les amendements de suppression. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Ma conviction, c'est que l'une des réponses au problème du chômage et de l'emploi repose sur notre capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment et au bon niveau. Et c'est vrai que quand on regarde l'analyse de l'impact de la crise en Allemagne par rapport à la France, on voit bien que malheureusement dans notre pays, nous perdons d'ailleurs des emplois dans l'industrie depuis le deuxième trimestre de 2001 et que pendant la crise en Allemagne, les salariés ont accepté avec leurs syndicats des accords collectifs sur l'emploi. La plupart d'ailleurs d'entre eux ne prévoyaient pas de baisse de rémunération mais des gels de salaire et les entreprises ont joué le jeu en renonçant au licenciement, ce qui n'a pas été le cas malheureusement dans notre pays. Et le bilan a été positif parce que de nombreux emplois ont pu être maintenus dans des conditions qui maintenaient des garanties pour les salariés. Et à l'issue de la crise, les mesures ont pu être levées. Et par exemple, dans la métallurgie, aujourd'hui en Allemagne, il y a des augmentations salariales qui avoisinent aujourd'hui les 5%. Et la question, quelque part, elle n'est pas d'être offensif ou défensif. Elle est vraiment de trouver les meilleures voies pour développer l'emploi, car le chômage que nous connaissons n'est pas acceptable. Et la question du bon moment, elle est bien sûr essentielle aussi. Et bien évidemment, ça ne doit pas se faire à tous les prix. Et je pense qu'ici, on est tous d'accord par rapport à ça. Et les garanties des salariés, les exigences sociales doivent être préservées. Mais c'est vrai que les exemples de Michelin, de STX, de PSA montrent que quand les accords sont conclus par des syndicats majoritaires, ils sont à la fois efficaces
et juste. Et dans les deux cas, des centaines d'emplois ont pu être préservés et des contreparties, j'en ai plein, je peux vous les citer, ont été obtenues par les salariés en échange de leurs efforts. Et les accords pour développer l'emploi vont donner justement un cadre à ces négociations et leur permettre d'être efficacement mises en œuvre. Alors, je comprends bien sûr les interrogations que ce dispositif a pu susciter, mais elles ne me paraissent pas justifiées. Et j'ai lu les débats et je vous reconnais une certaine cohérence par rapport au débat qu'il y a eu lieu sur la LSE et notamment sur les accords en maintien dans l'emploi. J'ai eu l'occasion de relire votre intervention, Madame la sénatrice Lienemann, à l'époque notamment. Il y a clairement une certaine cohérence. D'abord, ces accords, ils sont majoritaires. Et une fois encore, donc, ils reposeront sur un consensus large. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et c'est en cela, on peut se dire que l'intérêt collectif doit primer sur une situation individuelle. C'est quand même le sens du principe majoritaire. Et pour moi, c'est un point essentiel car ce sera la première des garanties pour les salariés. Par ailleurs, contrairement aux accords de maintien dans l'emploi et contrairement donc à ce que propose la Commission, qui propose de fusionner les accords de maintien dans l'emploi et les accords en faveur de l'emploi, ils ne pourront pas avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat. Même si cette baisse a été fortement encadrée, en effet, dans le cadre des AME, conformément aux souhaits qui étaient notamment des partenaires sociaux et également dans l'ANI de 2013. Mais je crois que c'est l'une des différences majeures avec les accords de maintien dans l'emploi, qui, eux, peuvent baisser cette rémunération, ce qui se justifie d'ailleurs par les difficultés graves que connaissent les entreprises. Et nous ne sommes pas dans le même cadre. Ensuite, je souligne que ces accords seront assortis de garanties importantes, qui ont d'ailleurs été renforcées dans le cadre des concertations que nous avons menées avec les partenaires sociaux, mais également avec l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Premièrement, et quand on dit qu'ils n'ont pas de durée, c'est faux. Premièrement, ils devront être conclus pour une durée déterminée, avec une durée fixée par défaut à 5 ans. Je pense que c'est un élément, et ça peut être moins, ça peut être plus, c'est aux partenaires sociaux d'en décider. Deuxièmement, les accords, et ça c'est un point essentiel, devront être conclus sur la base d'un diagnostic partagé. C'est pourquoi l'employeur qui envisage un tel accord devra transmettre en amont toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives et le préambule de l'accord. Le préambule de l'accord devra en reprendre les objectifs. Faute de préambule, l'accord sera frappé de nullité. C'est très clair. Et je pense que c'est un autre point qui est essentiel. Troisièmement, la négociation sera strictement réservée aux syndicats. Dans les entreprises sans délégué syndical, la négociation d'un accord ne pourra avoir lieu qu'avec des salariés ou des élus du personnel mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Je pense que c'est une garantie également importante. Quatrièmement, les salariés qui refusent l'accord auront des garanties renforcées. Et c'est le rapport Combrexel qui propose ces accords, notamment au nom, par rapport à la question du contrat de travail que vous soulevez. En fait, ça se pose si un salarié refuse l'accord. On n'est pas comme dans le système allemand, je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, on n'est pas sur la démission. C'est très clair de ce point de vue-là. On a eu les débats en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut être très très clair. Mais ils auront des garanties renforcées. Le texte prévoit que leur licenciement sera proposé selon les modalités de la procédure applicable au licenciement individuel pour motif économique. Ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et une indemnité. Enfin, et je crois que c'est un point aussi important, les efforts ne seront pas unilatéraux car les accords pourront contenir des mesures assurant que les mandataires et dirigeants fournissent des efforts proportionnés pendant sa durée et dans tous les cas, les partenaires sociaux devront faire des bilans annuels qui permettront de réajuster la situation en tant que besoin. Je crois que, voilà, au-delà des débats que nous pouvons avoir sur offensif, défensif, la question qui est posée, c'est sommes-nous aujourd'hui en capacité, par le dialogue social, à prendre les bonnes décisions au bon moment, sans attendre après avoir négocié autour d'un PSE. C'est le sujet qui est posé aujourd'hui. Et pour moi, de ce point de vue-là, quand je regarde de façon fine certains accords, STX, Michelin, etc., on voit bien qu'il faut redonner un cadre à l'ensemble de ces accords. Merci, Madame la Ministre. Alors, pour explication de vote, Madame Gonthier-Maurin. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après mon collègue Dominique Vatrin, je voudrais continuer sa réflexion et dire que
vous dire que si nous sommes opposés à l'article 11 du projet de loi du gouvernement, nous sommes évidemment totalement défavorables à la version adoptée par la Commission des affaires sociales, car la droite sénatoriale s'est engouffrée dans la brèche ouverte en exigeant désormais que les accords de préservation ou de développement de l'emploi puissent modifier la rémunération mensuelle des salariés. Et comme l'a souligné mon collègue Jean Desessard, le MEDEF n'est jamais satisfait. Et donc là, il serait désormais possible de diminuer la rémunération mensuelle des salariés au-dessus des 1,2 SMIC, ce qui nous inquiète énormément, puisque nous sommes convaincus que c'est y compris par la relance du pouvoir d'achat des salariés que nous serons contributeurs à un accroissement à la croissance. De même, la majorité sénatoriale en commission a étendu ces accords de préservation et de développement de l'emploi aux entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire dépourvues de délégués syndicaux. Sans oublier la clause de retour à meilleure fortune qui permettra aux entreprises de maintenir les dispositifs le temps de la crise économique. Donc, quand on sait que depuis 40 ans, on nous assène que l'austérité nécessite de se serrer toujours plus la ceinture pour relancer la croissance, eh bien, je crois que tout cela a de beaux jours devant eux. Et je voudrais réagir sur bonne décision au bon moment. Nous ne pouvons que vous suivre, Madame la Ministre, mais je crois que s'agissant de l'Allemagne, je n'en suis pas une grande spécialiste, mais il s'agirait quand même d'y regarder de plus près et de voir notamment les conditions dans lesquelles ces emplois ont été créés, parce que je crois avoir compris qu'il y a beaucoup de précarité, beaucoup de contrats à bas salaire qui sont afférents à tout ce que vous avez dit d'éléments positifs. Merci Madame Gonthier-Maurin. Madame Annie David. Oui, merci Monsieur le Président. Vous l'aurez compris, cet article 11 ne nous satisfait vraiment pas du tout, puisqu'après les accords défensifs de la loi de sécurisation de l'emploi, vous en venez aux accords offensifs. Pourtant, les accords de maintien dans l'emploi permettent déjà à une entreprise en difficulté économique de conclure un accord afin de diminuer la rémunération des salariés à temps de travail constant ou d'augmenter la durée du temps de travail sans contrepartie. Mes collègues l'ont dit, que ce soit Jean Desessard, Dominique Vatrin ou Brigitte Gonthier-Maurin, il n'y a pas de limite. Plus on en donne et plus on en veut. Jusqu'où allons-nous aller, mes chers collègues? Là, du coup, il suffira, pour signer un accord, de déclarer avoir pour objectif le développement ou la préservation de l'emploi. On peut quand même dire que c'est assez flou et même très vaste, ce qui va pouvoir permettre à un grand nombre d'entreprises, n'importe laquelle d'entre elles d'ailleurs, de signer un accord et à n'importe quel moment. De plus, une fois adopté, cet accord s'impose aux salariés, même si les dispositions sont moins favorables que celles prévues par la loi ou le contrat de travail. On est donc bien là dans l'inversion de la hiérarchie des normes et dans l'abandon du principe de faveur. En outre, le salarié qui refuserait de se soumettre aux nouvelles dispositions pourra être licencié pour motif économique individuel, c'est-à-dire un licenciement économique sans les protections de reclassement, contrairement aux actuels accords de maintien dans l'emploi. Et il me semble, Madame la Ministre, vous nous avez parlé du PSE, du plan de sauvegarde de l'emploi, mais je rappelle que ces accords autorisent les entreprises à se soustraire à leur obligation de mettre en place justement un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, les effets d'aubaine vont se multiplier pour toutes les entreprises qui souhaiteraient éviter une procédure collective. Et je vous rappelle qu'avec le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, il y a aussi le plan de revitalisation. Et aujourd'hui, dans un grand nombre de territoires, de nos territoires, et j'étais encore hier avec une entreprise concernée par ce plan de revitalisation, c'est une partie importante du plan de sauvegarde de l'emploi et c'est une partie importante pour permettre, dans les territoires où les entreprises disparaissent, de permettre l'implantation de nouvelles entreprises. Donc, Madame la Ministre, avec ces accords offensifs, non seulement vous ne préservez pas l'emploi qui existe, mais vous ne permettrez pas non plus le développement d'emplois en remplacement. Madame David, Monsieur Desessard.
À chaque projet de loi, vous nous dites on a atteint l'équilibre, là c'est super. Rebsamen était là et dit mais non, non, on a l'équilibre, on a trouvé la bonne proportion. Tout ça. Et après Rebsamen, il y a votre loi, Madame la Ministre. Et puis, je suis sûr, enfin non, je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas ce que demain sera, mais s'il y avait un autre ministre à venir, ou vous-même, vous reviendrez avec une loi en disant on n'a peut-être pas vu assez de choses et tout ça. Et d'ailleurs, moi j'en ai pour preuve, quand il y avait l'opposition ici, socialiste, vous étiez beaucoup plus réticents, puisque vous ne gériez pas, à l'évolution qu'il fallait prendre. Et puis il y avait des positions plus tranchées. Tout ça pourquoi? Pour dire, parce que ce sont des dynamiques. Les rapports sociaux aujourd'hui ne sont pas dans une période statique. De dire une fois pour toutes, on installe ça. Il y a une dynamique dans un monde en mouvement, il y a une dynamique. Et la dynamique, c'est quel est le projet social que vous avez d'envergure. Et vous, vous dites qu'il faut avancer vers la flexibilité en mettant des garde-fous qui ne sont pas la sécurité. La sécurité, ça devrait être au niveau de l'État qu'elle soit assurée par rapport aux gens, aux précarités, au chômage que nous n'avons pas. Donc vous mettez des garde-fous dans l'entreprise qui sautent parce que les gens ils disent mais c'est pas assez flexible, pourquoi vous nous imposez ça? Ça sert à rien, mon entreprise ne correspond pas à cela. Après vous prenez l'exemple de l'Allemagne, mais on vous a demandé de faire des efforts comme en Allemagne, de mettre plus d'administrateurs salariés. Vous avez dit non. Donc c'est un exemple qui n'est pas un vrai exemple puisqu'on prend que ce qu'on veut bien prendre. Et le patronat allemand, ce n'est pas le patronat français, en tout cas, non pas dans les éléments qui sont extrêmement positifs. Moi, je me rappelle, Adidas, quand a été vendu, qu'ont dit les personnes qui vendaient Adidas, il faut que l'appareil de production reste en Allemagne. Le repreneur, qui s'appelait Tapi, a dit il n'y aura pas de problème, l'appareil de production restera en Allemagne. Évidemment, une fois que la transaction est effectuée, il y a eu la vente à la découpe, les lieux de production ont été partout dans le monde et on n'a pas respecté même l'engagement qui avait été pris. Donc le patronat français, la culture du patronat français n'est pas du tout la même. Et je dirais même la composition, structurellement, la composition du patronat français n'est pas la même chose que le patronat allemand. Merci Monsieur Dosessart. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je tenais également à réagir parce que, pour ne pas laisser caricaturer le travail de la Commission, il y a une unification, effectivement, des régimes, mais qui est présent, en réalité, dès le texte gouvernemental. Le texte gouvernemental, article 11, parle bien de préservation et de développement de l'emploi. Donc à partir de là, pour éviter de continuer à avoir 36 dispositifs qui vivent, la Commission a essayé de faire ce travail d'unification. Mais au terme des débats qu'on a eus dans la Commission, d'ailleurs, on a bien précisé les choses. S'agissant d'accords de préservation de l'emploi, on importe le régime AME, ni plus ni moins. Donc la rémunération ne pourra pas effectivement baisser au-delà du 1,2 SMIC, mais je reprends la loi portée par le gouvernement socialiste à l'époque. Et s'agissant des accords de développement de l'emploi, la Commission propose un amendement 1017 qui précise bien que la rémunération mensuelle ne peut pas baisser. Donc, je veux vraiment le dire pour pas qu'on caricature le travail qui a été fait. Et par ailleurs, c'est la Commission qui a ajouté, et c'est dans le texte de l'article 11 désormais, je cite, le fait que l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord. Cette clause de retour à meilleure fortune, elle n'existait pas dans le texte initial du gouvernement. Donc il y a lieu de considérer que justement la Commission a fait un travail qui est un travail sérieux d'amélioration du dispositif et qui est notamment garant qui prend en compte à la fois les besoins collectifs de l'entreprise et les besoins collectifs et individuels des salariés. Voilà, donc tels sont les éléments que je tenais à porter à la connaissance de notre Assemblée, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il d'autres explications de vote? Monsieur Vatrin? Oui, je pense effectivement qu'il faut aussi placer le débat au niveau de l'efficacité en termes économiques. Et l'intervention précédente me laissait passer de temps pour aborder ce point, mais je crois que face à la concurrence internationale, il y a effectivement des mesures à prendre. Mais vous avez cité l'Allemagne. L'Allemagne, je pense que la principale raison qui fait qu'elle a
peut-être un peu mieux surmonté la crise économique de 2008, c'est qu'elle a développé beaucoup plus que nous le chômage partiel indemnisé. On n'a pas forcément à trouver dans les accords d'entreprise les raisons de cette supériorité. Je crois que la réalité en termes d'efficacité économique, en termes macroéconomiques, elle est plus proche, je crois, de ce que dit notre collègue de César. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on observe, c'est une mise en concurrence des salariés à l'échelle européenne. Et nos groupes en profitent largement, utilisent beaucoup cela. Ils s'appuient, y compris sur des accords qu'ils signent en Espagne, je pense au groupe Renault, pour faire pression sur les salariés, pour leur demander toujours plus de sacrifices, et avec comme menace, souvent, eh bien, celle de ne pas affecter un nouveau modèle à tel ou tel site industriel ou à donner les charges de travail à un autre site où les salariés, eux, accepteraient ces sacrifices. C'est ça la réalité. Mais où est l'efficacité économique? Il n'y a que seul gagnant dans ce domaine, ce sont les actionnaires et les grands dirigeants. Je rappelle quand même qu'à travers ces accords ou pendant ces accords, eh bien, un dirigeant comme Carlos Ghosn a multiplié son salaire par 2, de 2,75 millions d'euros à 5,24, tandis que les salariés n'ont été augmentés que de 11 euros bruts par mois. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait citer, mais j'y reviendrai, le bilan au niveau de PSA, où là, il y a quand même, en termes d'intérêt général, d'intérêt pour l'économie de notre pays, pour le développement de l'emploi, le résultat, c'est quand même 13 000 suppressions d'emplois, il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, on parle de 750 suppressions d'emplois à l'usine de Poissy, alors que les salariés ont quand même fait beaucoup d'efforts et que beaucoup de suppressions d'emplois, mais le travail du samedi moins indemnisé, de la flexibilité, des dates de RTT supprimées, des congés supprimés et de la productivité, 70 000 véhicules produits. Je ne vois pas là d'efficacité économique. Merci, Monsieur Vatrin. Je mets aux voix donc ces trois amendements identiques. Alors, qui est pour? Ah, pardon, j'ai un scrutin public qui est demandé par le groupe CRC sur ces amendements de suppression 50, 447 et 961 rectifiés. En vous rappelant que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est également défavorable. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 341 sur les amendements identiques numéro 50, 447 et 961 rectifiés. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 340. Pour l'adoption 40, contre 300. Le Sénat n'a pas adopté. Un amendement 645, c'est M. Vatrin qui le défend? Madame Cohen. Madame Cohen. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement de repli vise à exclure les questions de rémunération et de durée du travail de l'alinéa 2. En effet, cet article, dans sa rédaction actuelle, sape l'un des piliers de notre droit du travail, le principe de l'ordre public social de protection. Vous le savez, ce principe garantit depuis des décennies aux salariés que la disposition la plus favorable lui soit appliquée. Or, dans le présent texte, il suffira pour imposer les conditions de l'accord d'entreprise au temps de travail et la rémunération des salariés que cet accord ait pour objectif la préservation et le développement de l'emploi. Ce motif risque d'être invoqué, on l'a déjà dit, mais je veux insister, par n'importe quelle entreprise de manière injustifiée et ouvre une véritable boîte de Pandore. Sous la pression du chantage au licenciement ou à la fermeture de l'entreprise, un employeur pourra imposer à un salarié un accord moins favorable que les clauses convenues à l'occasion de la signature de son contrat ou fixées par la convention collective ou encore par la loi. Certes, il est prévu qu'a priori, l'accord ne peut diminuer la rémunération mensuelle, mais a priori seulement dès lors qu'il est aussi prévu qu'un décret définira la rémunération mensuelle. Et les craintes sont fortes que cela n'englobe plus l'ensemble des rémunérations fixes et variables versées aux salariés, mais uniquement ces rémunérations fixes, ce qui permettrait aux employeurs de supprimer les primes de leurs salariés, par exemple. Enfin, il pourra être tout bonnement procédé à l'augmentation du temps de travail.
Aussi, nous sommes devant un nouveau principe. Je dois dire pas si nouveau que cela, puisqu'il s'agit de travailler plus pour gagner moins. On l'avait déjà entendu dans la bouche d'un présidentiable. C'est pour éviter ce recul social et sociétal que donc nous avons proposé cet amendement de repli. Merci, Madame Cohen. Monsieur le rapporteur. Oui, donc là, effectivement, c'est en supprimant dans l'alinéa 2 ces mentions, effectivement, ça revient à vider de sa substance l'article 11. Donc la commission ayant adopté l'article 11, elle en a également adopté l'alinéa 2. Et je dirais que vous évoquiez effectivement le modèle allemand quelques amendements auparavant. Ce modèle allemand, c'est dans notre cadre, c'était pour la composition des conseils d'administration des entreprises, je le concède. Mais si on regarde en l'occurrence s'agissant de ce type d'accord de compétitivité, il prévoit pour le salarié qui ne s'inscrit pas dans cette logique-là, effectivement, le fait d'être déclaré démissionnaire purement et simplement. Là, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui viennent et qui donc, je dirais, sont à voir en miroir, pour reprendre un mot cher au gouvernement, en miroir de cette disposition fondatrice de l'alinéa 2 de l'article 11. Voilà, donc avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'autour de ce débat, on a quelque part par un dialogue de sourds, mais sur la question du principe majoritaire et de la signature par les syndicats dans ce cadre-là. Parce que d'un côté, on peut se rejoindre avec le groupe CRC quand on dit nous souhaitons absolument pas contourner les organisations syndicales et que, en effet, il y a un déséquilibre entre la relation entre l'employeur et le salarié, mais nous considérons que lorsqu'il est accompagné, formé, soutenu par une organisation syndicale, ce déséquilibre s'amoindrit. Or, dans vos démonstrations à chaque fois, même si c'est un accord majoritaire avec des organisations syndicales, c'est toujours la question du pistolet sur la tempe et donc vous faites fi de cette présence syndicale. Et pour moi, c'est là où nous avons une vraie divergence de fond. C'est-à-dire que nous considérons qu'il faut laisser la capacité de s'adapter à l'entreprise par la négociation et par cet accord majoritaire. Donc si on supprime la question de la durée, la rémunération et la durée du champ des accords de prévention et de développement de l'emploi, comme vous proposez, quelque part, c'est un manque de confiance en direction des syndicats. Et est-ce que vous connaissez beaucoup d'accords majoritaires qui se font contre l'intérêt des salariés? Mais est-ce que moi, à chaque organisation syndicale que je rencontre, je leur dis, montrez-moi un accord. Moi, je ne connais que des accords signés ou pas signés. C'est là où on a une vraie divergence. Vous ne pouvez pas considérer que quand on est représenté par une organisation syndicale, c'est la même chose que quand on est seul face à l'employeur. Non, moi je considère justement qu'il faut développer le syndicalisme dans notre pays, qu'il faut faire des acteurs forts. Et des acteurs forts, c'est des acteurs dont on renforce la légitimité, dont on renforce la responsabilité aussi. Et c'est ce qu'il y a dans cet article 11. Et puis par ailleurs, si c'est un accord défavorable aux salariés, est-ce que vous ne pensez pas qu'aux prochaines élections professionnelles, ces organisations syndicales se feront retoqués par ces mêmes salariés? Enfin, c'est quand même ça la réalité aussi du terrain. Et quand on s'engage en tant qu'organisation syndicale, nous avons bien évidemment cela en tête. Donc, moi, je fais confiance aux syndicats et au dialogue social et je ne considère pas que c'est pas l'unilatéral de l'employeur, c'est un autre projet de société, c'est celui qui est porté, donc c'est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Y a-t-il des explications de vote sur cet amendement 645? Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Un 646, c'est Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous faites confiance aux syndicats, Madame la Ministre, mais depuis le début de notre débat, en tout cas, nous ne sommes pas convaincus par votre démonstration et nous ne sommes pas les seuls. L'alinéa 3 de l'article 11 comporte une imprécision à laquelle il conviendrait de remédier. Ceci afin d'éviter un certain nombre d'abus possibles dans la préparation de négociations en vue d'accords de préservation et de développement de l'emploi. Si chacun partage ici, du moins je l'espère, le fait que l'employeur ait pour obligation de transmettre aux organisations syndicales toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé, l'alinéa en question ne précise pas dans quel délai
Celui-ci doit-il le faire? Cette absence de précision constitue un véritable manque qu'il conviendrait de corriger. Et vu ce que vous avez dit, Madame la Ministre, je suis persuadée que vous allez être d'accord. En effet, sans la garantie d'un certain délai, comment les organisations syndicales pourraient-elles être en mesure de préparer au mieux, en lien avec l'ensemble des salariés, de futures négociations? Déjà qu'une grande partie des juristes spécialisés en droit du travail le reconnaît, les accords d'entreprise sont par définition favorables à l'employeur. L'absence de ce délai minimum creuserait encore plus ce déséquilibre, toujours au détriment des salariés. C'est pourquoi nous proposons l'ajout d'un délai d'1 mois pour l'employeur dans la transmission des informations nécessaires à un diagnostic partagé, temporalité qui semble être la plus pertinente au regard de ce que disent les syndicats et les experts en droit du travail. Refuser ce délai serait, à notre avis, un non-sens en termes de démocratie dans l'entreprise, puisque chacun, quels que soient ses positionnements, se dit défendre la démocratie dans l'entreprise, et rendrait caducs ces accords de préservation et de développement de l'emploi. C'est le sens de notre amendement. Merci, Madame Cohen. Monsieur le rapporteur. Alors, la Commission a donné un avis défavorable parce que c'est vrai que le texte tel qu'il est libellé, à l'alinéa 3, fait qu'on ignore un peu le point de départ précis à compter duquel il faudrait faire courir ce délai d'1 mois, puisque le texte évoque lorsque l'employeur envisage d'engager des négociations. Le fait d'envisager, c'est un peu flou. On peut penser, puisque l'employeur, s'il souhaite soumettre ce type, entrer dans ce type de démarche de discussion, de négociation avec les partenaires sociaux pour aboutir à un accord de préservation et de développement de l'emploi, il a un intérêt lui-même objectif à transmettre les données même le plus rapidement possible. Et donc nous pensons que le comportement des acteurs fait que il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de délai dilatoire, et qu'au contraire il y aura une incitation à y aller rapidement. Et donc c'est un avis défavorable au regard, encore une fois, de la rédaction, non pas de votre amendement, mais du texte tel qu'il est à l'heure actuelle. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable. Les partenaires sociaux, d'ailleurs, nous le disent eux-mêmes. Arrêtez de nous mettre trop de formalisme. Et pourquoi 1 mois? Ça peut être plus. Ça peut être plus. Ça peut être moins. Le point de départ du 1 mois. Tout ceci, il y a une règle qui est très claire. S'il n'y a pas de transmission d'informations par le chef d'entreprise, eh ben, il n'y a pas de diagnostic partagé et donc il n'y a pas d'accord. Voilà. La règle, elle est très claire. Et donc, si l'employeur veut un accord, il y a bien sûr une obligation, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les 4 garanties que j'ai rappelées, il y a une obligation de transmission. Après, sur le délai d'1 mois, 1 mois qui débute quand, etc., il y a plein de questions et ça peut être plus aussi. Donc voilà, pour moi c'est une contrainte des deux côtés, hein, autant pour les organisations syndicales que les organisations que l'employeur, qui n'apporte pas beaucoup d'intérêt. Et je crois qu'à force de parfois nous souhaitons mettre un peu trop de formalisme au moment de l'élaboration de la loi, et je peux vous dire qu'après sur le terrain, ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. Et par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, tout à l'heure, vous m'avez indiqué que nous allions à l'encontre des conventions de branche. Je rappelle qu'il y a 4 domaines qui relèvent des branches: les classifications, la prévoyance, les garanties collectives et les salaires. Et nous n'y touchons absolument pas à travers cette loi, ces 4 garanties, et donc aucun accord d'entreprise ne peut aller en deçà dans ces 4 domaines-là. Donc nous n'y touchons pas non plus à l'occasion de cet article. Merci, Madame la Ministre. Madame Cohen, pour explication de vote. Si j'ai bien compris le rapporteur, en fait, si la Commission a refusé notre amendement, c'est parce que le texte du gouvernement était flou. Puisque c'est ce que j'ai compris dans sa présentation, puisqu'il a commencé à dire mais comment est-ce qu'on pourrait parler d'un point de départ, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc d'un côté, la Commission semble avoir cet avis, et puis de l'autre côté, en fait, Madame la Ministre est en train de faire une démonstration intéressante, bien évidemment, mais qui dit pas de formalisme, mais depuis le début de l'examen de cette loi du travail, eh bien, le formalisme, il est toujours du même côté. Et quand, au niveau des amendements que l'on peut présenter et qui sont pour essayer de cadrer un peu les choses et de permettre effectivement de sécuriser
les salariés, eh bien à ce moment-là, il y a trop de formalisme, c'est trop confus, c'est pas suffisamment élaboré, etc. Donc on est vraiment, alors je ne sais pas si ça s'appelle un dialogue de sourds, moi je pense qu'on est effectivement sur des niveaux non seulement de langage, mais surtout sur des appréciations de ce qu'est l'entreprise. Et c'est pourquoi depuis le début, effectivement, nous revenons toujours sur la même chose, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est la mise à sac du principe de faveur, et à chaque fois on va voir que tous les articles se déclinent avec cette philosophie. Donc on essaye à la fois de démontrer en quoi elle est mauvaise pour les salariés et en quoi on pourrait essayer d'améliorer les choses, mais évidemment c'est toujours une fin de non-recevoir. Merci Mme Cohen. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 6 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. 892 rectifié, c'est Madame Laborde. Merci Monsieur le Président. Et si vous me permettez, je défendrai en même temps les amendements 892 rectifiés et 920 rectifiés, ce dernier étant un amendement de repli. Cet article 11 met en place les accords dits offensifs aux côtés des accords dits défensifs, ayant pour but de pérenniser ou de développer l'emploi. En l'absence de péril pour l'entreprise ou l'établissement, il paraît inconcevable que ces accords puissent être mis en place sans garantie pour les salariés et que leur salaire mensuel soit diminué. Je vous remercie. Merci Madame Laborde. Le 350, c'est Madame Brick. Allez-y, ma chère collègue. Je suis Madame Lyonnais. Allez-y, ma chère collègue. D'accord, merci. Alors, l'amendement que nous présentons vise à garantir le maintien des rémunérations des salariés. Donc, sur le fond, l'article 11 répond à la nécessité de concilier l'adaptation qui est indispensable à la réalité des marchés en évolution rapide avec la sécurité des salariés. À moins de considérer que nous devons quitter l'économie de marché, ce qui est une option, il faut permettre aux entreprises de s'adapter à des situations qui peuvent passer rapidement de favorables à très menaçantes sans aller directement à la case du règlement judiciaire. Cette souplesse passe par le respect des institutions représentatives, de leur capacité de réflexion et de conviction. Il faut rappeler que ces accords bénéficieront de la nouvelle procédure des accords majoritaires. Nous observons d'ailleurs que la majorité de notre Commission a préservé le seuil des 50 dans le cadre de ces accords. Qui peut le plus, peut le moins, c'est peut-être le signe qu'elle ne peut en contester vraiment le bien fondé, et ces accords auront un impact certain sur la pérennité et le développement des entreprises. Sur cet amendement, notre préoccupation relative à la rémunération des salariés est partagée, je crois, dans l'ensemble de cet hémicycle. Nous estimons indispensable de fixer dans la loi, quel que soit le nom et la finalité que l'on donne aux accords, et je crois que Madame la Ministre a donné suffisamment de garanties, il faut en fixer le maintien, la préservation ou le développement de l'emploi. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de diminuer la rémunération des salariés. Notre commission, dans un amendement, là aussi très tardif, rejoint finalement cette préoccupation, mais à 2 nuances près et d'importance. Seuls les salaires égaux ou inférieurs à 1,2 SMIC ne pourront pas être affectés, et seulement dans le cadre d'un accord de développement de l'emploi. C'est en effet le moins qu'un accord de développement de l'emploi qui ne conduise pas à une diminution des salaires. Parallèlement, on peut se demander quelle organisation syndicale signerait un accord ayant pour effet de diminuer des rémunérations pléthoriques de 1,3 ou 1,4 du SMIC. Le texte issu de l'Assemblée nationale fixe un cadre qui préserve l'intérêt de l'entreprise et surtout le maintien de la rémunération des salariés. Il faut faire confiance à la négociation collective pour l'appliquer intelligemment. Le rôle des instances syndicales, pour nous, est très précieux. Si tout est noté dans la loi, quelle bataille pour les syndicats demain? Suivre les transformations économiques et sociales, les accompagner en préservant au maximum les salariés, mais aussi l'outil de travail nous semble indispensable. C'est le rôle de tous ici. C'est pour toutes ces raisons que notre groupe vous appelle à voter notre amendement. Merci Madame Lyonnais. Le 1017, Monsieur le rapporteur.
Alors voilà, c'est l'amendement que j'évoquais précédemment qui vise à marquer noir sur blanc que l'application des stipulations d'un accord de développement de l'emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés. On est donc bien clair de ce point de vue-là. Et les accords de préservation de l'emploi, eux, reprennent le dispositif AME, puisque pour nous, il a vocation à s'éteindre. Et donc, tel est l'objet de l'amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Le 351, Madame Bric, Madame Lyonnais. Allez-y. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, j'ai envie de dire pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué. Le texte issu de l'Assemblée nationale proposait que dans les entreprises dépourvues de délégués syndicales, l'accord puisse être négocié par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. Mais pour certains, le mandatement serait un épouvantail qui consisterait à faire surgir dans une entreprise où régnait jusqu'alors l'harmonie et la sérénité une horde de syndicalistes qui viendraient semer le trouble et la désolation. Cette vision est à peine la caricature de la manière dont certains, de plus en plus rares, fort heureusement, considèrent le dialogue social avec les organisations syndicales. Mais le texte de la Commission propose de remettre la capacité de négociation du côté salarié entre les mains du délégué du personnel ou de maintenir la procédure actuelle de validité des accords à 30%, sauf exercice du droit d'opposition. Ce n'est pas une solution qui nous apparaît raisonnable, ni de nature à préserver la cohésion de tous les acteurs de l'entreprise, surtout dans le cas d'un accord de maintien de l'emploi. Un accord de cette nature est complexe, à la fois sur le plan juridique et économique. Nous l'avons entendu ici depuis ce matin, la négociation nécessite des compétences particulières, de l'expertise le cas échéant. Les délégués du personnel, quelle que soit leur bonne volonté et leur capacité, pourraient se retrouver en difficulté. Cette procédure pourrait alors s'avérer source de confusion et de contentieux. Ce n'est pas là une bonne manière de faire avancer la cause du dialogue social. Vous l'avez redit, Madame la Ministre, le mandatement est l'un des moyens qui permet de faire progresser un dialogue social actif et responsable, et le groupe socialiste vous soutient dans cette démarche. Nous proposons donc de rétablir le texte issu de l'Assemblée nationale, plus opératoire que celui que notre commission des affaires sociales a voté. Et Madame Riocreux. Le 1036, monsieur le rapporteur. Coordination. Merci. Alors, votre avis, monsieur le rapporteur, sur les amendements? Donc, la Commission a donné un avis défavorable aux 892, 350, 920, voilà, qui visent à rétablir en fait le texte du gouvernement issu de l'Assemblée nationale, et donc en cohérence avec les travaux conduits le 1er juin, réécrivant pour partie l'article 11. La Commission a adopté le 1017 et le 1036 qui étaient présentés par les rapporteurs, et donc c'est un avis défavorable à l'amendement 351. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un avis favorable sur l'amendement 892 rectifié, parce que justement, nous souhaitons bien différencier les AME des accords en faveur de l'emploi, notamment par rapport à la question des graves difficultés économiques. C'est un avis favorable sur l'amendement 350, même si cet amendement est moins complet que l'amendement 892, puisque chacun prend des petites briques, mais c'est un avis favorable. C'est un avis favorable également sur l'amendement 920 rectifié, qui est aussi un autre petit bout de l'amendement 892 de M. Requier. C'est un avis défavorable s'agissant de l'amendement 1017 porté par le rapporteur, justement parce que nous souhaitons vraiment distinguer les AME des accords en faveur de l'emploi, notamment le régime des AME a été déterminé par les partenaires sociaux. C'est un engagement en leur direction suite à l'ANI aussi de 2013. Et la question, c'est le critère de graves difficultés économiques qui, pour nous, différencie les deux. Et puis, c'est un avis favorable s'agissant de l'amendement 351. Sur le 1036, Madame la ministre de la Commission. Et sur le 1036, c'est un avis défavorable, puisque les accords développement de l'emploi doivent être conclus dans le cadre du mandatement syndical. Merci, Madame la ministre.
Pour explication de vote, Monsieur Vatrin. Oui, une explication de vote globale, puisqu'il y a en fait deux propositions différentes concernant ces accords de préservation, de développement de l'emploi, sur le sujet particulier de la rémunération mensuelle. Alors, le rapporteur propose que la garantie du maintien de rémunération ne porte que sur les accords de préservation. Et nos collègues BRIC et ceux du RDSE, c'est l'inverse? C'est l'inverse, que sur les accords de développement, donc qui puissent s'appliquer une baisse des rémunérations sur ceux de préservation, et nos collègues BRIC et du RDSE proposent de ne pas faire de distinction entre les deux types d'accords. Je voudrais simplement dire que, quelle que soit la formulation, les garanties sont, de notre point de vue, insuffisantes. Je citerai l'exemple des salariés de la Française de Mécanique qui appartiennent au groupe PSA dans mon département, et ils indiquent que depuis 3 ans, avec le gel des salaires, avec l'impact du 13e mois, des primes bloquées, voire supprimées, chaque salarié a perdu des milliers d'euros. Pourtant, la situation du groupe s'est redressée. Et malgré tout, eh bien, ces sacrifices, ces mesures extrêmement sévères s'appliquent toujours. Or, je ne pense pas que la deuxième formulation, puisque Madame la ministre nous a dit que dans la rémunération mensuelle, il y a le salaire et puis la base de cotisation sociale, bien donc, je ne vois pas quelle garantie apporterait à ces salariés la formulation proposée, puisque le gel des salaires continuera à s'appliquer, les primes seraient toujours perdues, les 13e mois ne s'appliqueraient plus. Et donc, je rappelle, cette entreprise a retrouvé des marges de compétitivité, et le chiffre d'affaires est en hausse de plus de 6%, et pourtant, voilà, eh bien, des accords continuent à s'appliquer avec beaucoup quand même de sacrifices pour les salariés. C'est pour ça que nous ne voterons pas les amendements présentés. Merci, Monsieur Vatrin. Y a-t-il d'autres explications de vote? Madame Lyonnais. Madame Bric. Oui, j'ai bien noté que Madame la ministre considérait que le requis était plus complet que le nôtre, c'est-à-dire le 892 était plus complet que le 350. Donc, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, je retirerai celui du groupe socialiste, ça fera un vote de moins, au profit du requier. Bric. Et puis, à toi de faire. Donc, je vais mettre aux voix le 892 rectifié. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission des affaires sociales. Je rappelle que l'avis du gouvernement est favorable et que l'avis de la Commission est défavorable. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 342 sur l'amendement numéro 892 rectifié. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 340. Pour l'adoption 133, contre 207. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà, vous avez pu suivre une partie des débats autour de la loi travail, une partie consacrée aux règles de validation d'un accord d'entreprise. Vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne suite de programme sur notre antenne.